ما فعلته في قطر وتونس. الآن الهدف القادم الجزائر. حسنا. Le président Abdelmadjid Tebboune a adressé à la conférence arabo-islamique de Doha un avertissement qui a résonné comme un coup de tonnerre. L'agression israélienne n'est plus une succession de violations ponctuelles, mais une stratégie systématique qui défie le droit international, menace la stabilité régionale et frappe désormais 5 pays, le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Iran et le Qatar. Ce n'est plus un problème local, mais une menace globale qui exige une réponse immédiate, ferme et concrète. Devant les chefs d'État, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a livré un diagnostic implacable. La sécurité d'Israël est construite aujourd'hui sur l'insécurité de ses voisins. Chaque lueur d'espoir de cesser le feu à Gaza est étouffée par l'ouverture de nouveaux fronts, tandis que ressurgit la vieille chimère d'un projet Grand Israël. L'Algérie a mis en garde. Il s'agit d'un danger existentiel, non seulement pour la région, mais pour la paix et la sécurité internationale. Forte du soutien de nombreux États, frères et amis, Alger a exigé une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l'agression contre le Qatar. Résultat, un tournant historique. Le silence et l'hésitation de la communauté internationale ont laissé place à un consensus grandissant en faveur de la dissuasion et de la responsabilisation. L'appel du président Tebboune fut clair et tranchant, assez de slogans creux. L'heure est à des décisions coordonnées, à des mesures communes capables de transformer cette évolution de l'opinion mondiale en mécanisme réel de contrainte, afin de forcer l'occupant à reculer et de rendre leur dignité au peuple. C'est la ligne constante de l'Algérie. Défense des droits inaliénables du peuple palestinien, rejet de toute politique d'intimidation, attachement à des solutions politiques fondées sur la souveraineté et le droit, et mobilisation diplomatique organisée chaque fois que la situation l'exige. Mais la diplomatie ne va pas seule. Elle est appuyée par une modernisation militaire qui redéfinit les équilibres régionaux. Les images récentes des Su-34ME, algériennes, en entraînement près de Moscou, ont révélé des modifications techniques significatives. Camouflage adapté au désert nord-africain, feu LED à l'avant rappelant les caractéristiques des chasseurs de 5e génération et appendices liés à des systèmes de défense active contre missiles et radars. Ces évolutions transforment la version algérienne en plateforme hybride capable de survivre dans des environnements saturés et d'exécuter des frappes précises à longue distance. Première cliente étrangère de la Su-34, l'Algérie ne s'est pas contentée de renforcer ses effectifs. Elle a refondu sa doctrine aérienne. L'annonce d'un intérêt officiel pour la Su-57 confirme cette stratégie. Viser non pas le quantitatif, mais une supériorité qualitative intégrant guerre électronique, connectivité et frappe de précision. Avec des améliorations adaptées au climat désertique, refroidissement, filtration renforcée, logiciel multilingue incluant l'arabe, Alger démontre une vision cohérente. Modernisée pour durer, adaptée pour dominer. L'équation est limpide. Diplomatie ferme, plus capacité militaire crédible, égale marge de manœuvre élargie et message sans ambiguïté. L'Algérie proclame que la stabilité régionale ne s'obtiendra pas par les discours, mais par des décisions collectives et des moyens concrets de dissuasion. Conclusion, Doha a été le théâtre d'un tournant. L'Algérie a proposé une feuille de route équilibrée, un droit international invoqué avec force, une diplomatie active et une armée modernisée prête à défendre le territoire et à protéger les équilibres régionaux. Le message est adressé à tous. Ceux qui cherchent la paix trouveront en Alger un allié ferme. Ceux qui attisent le chaos devront désormais compter avec une voix et un bras capables de les arrêter. On a l'impression que l'Algérie veut jouer dans la cour des grands, ou en tout cas rappeler qu'elle y a sa place. Rappeler. Ou peut-être redéfinir cette place. Parce que, bon, hausser le ton, c'est une chose. Oui. Le faire entendre, et surtout le traduire en influence réelle, ça, c'en est une autre. Cette affirmation, parfois un peu spectaculaire d'ailleurs, est-ce que c'est une vraie nouvelle doctrine ou juste la com? Ou une manière, somme toute, assez classique de gérer des équilibres régionaux qui sont de plus en plus complexes, quoi. La question, c'est de savoir si la musique change vraiment ou si on monte juste le volume. C'est une bonne image, ça. Intéressant. Commençons par cette musique diplomatique, justement. Le message qui est lu par le ministre Ahmed Attaf au nom du président lors d'un récent sommet arabo-islamique, il n'est pas passé inaperçu. Non, clairement pas. Fini la langue de bois, là on est dans une accusation directe,
Israël serait responsable de l'extension du conflit actuel à 5 pays, Liban, Syrie, Yémen, Iran, Qatar. Oui. C'est quand même nommer les choses et les acteurs de façon assez crue pour ce genre de forum. Très cru et surtout très large comme accusation. Pointer comme ça une responsabilité unique dans l'extension d'une crise sur un arc aussi vaste. C'est audacieux. C'est un pari rhétorique audacieux, oui. On dépasse la simple condamnation de principe, là. Alors, la question immédiate, c'est quel objectif stratégique derrière cette charge ? Oui, pourquoi ? Est-ce qu'il s'agit de rallier un front uni, même si c'est juste en façade, ou bien de marquer une sorte de leadership moral, quitte à froisser certains partenaires au passage ? Parce que mettre la pression comme ça sur Israël, c'est aussi, indirectement, mettre la pression sur ceux qui dialoguent avec Tel Aviv. Bien sûr. Alors, si on analyse le cœur de ce message présidentiel algérien, il y a d'abord ce constat d'urgence. On serait à un moment historique décisif. C'est ça. Il faut arrêter avec les slogans, les charaout, comme dit le texte. Il faudrait passer au mawaqif amaliya, des positions concrètes, des actes. C'est un appel clair à sortir de l'incantation. Et au centre de l'argumentaire, il y a cette idée forte, la sécurité d'Israël telle qu'elle est poursuivie serait en fait intrinsèquement déstabilisatrice pour toute la région. C'est l'argument principal. Elle se construirait contre la sécurité des autres. L'expansionnisme supposé d'Israël menacerait la paix régionale et même internationale. C'est une inversion totale du discours sécuritaire qu'on entend habituellement, celui promu par Israël et ses alliés. Et le réquisitoire ne s'arrête pas là. Il dénonce ce qui est qualifié d'approche systématique. Un nehj mumenhej, c'est le terme de mépris du droit international et de la Charte des Nations Unies. L'occupation elle-même est présentée comme un danger pour la paix et la sécurité mondiale. Ce sont des mots forts, qui visent clairement à isoler l'adversaire sur le plan juridique, sur le plan moral. Et ce qui est particulièrement révélateur, je trouve, c'est cette tentative de s'appuyer sur ce que l'Algérie perçoit comme un changement dans l'humeur internationale. Ah oui, cette idée que le vent tourne. Exactement. Alger semble croire ou vouloir croire que le vent tourne, que la communauté internationale serait moins frileuse, plus disposée peut-être à envisager des sanctions ou des mesures de dissuasion face aux violations du droit. D'ailleurs, ils mentionnent leur demande. Oui, la demande algérienne d'une session du Conseil de sécurité sur l'agression contre le Qatar et le soutien qu'elle a reçu est interprété comme un signe de cette évolution. C'est un pari sur l'air du temps, en somme. Ce qui explique cet appel assez vibrant aux dirigeants arabes et musulmans. Et il faut surfer sur cette vague, aligner les décisions collectives sur cette nouvelle donne supposée. Voilà. Ne plus se contenter de condamner, mais agir concrètement pour, je cite, contraindre l'occupant. C'est un appel à l'unité d'action, basé sur une lecture, peut-être un peu optimiste, mais stratégiquement assumée, des rapports de force diplomatiques. Ça reste cohérent avec la ligne historique algérienne, soutien aux Palestiniens, rejet des solutions imposées, primauté du droit international. Oui, la constance est là. Mais la tonalité est différente, plus pressante, plus accusatrice, moins dans le compromis, disons. Une sorte de retour aux fondamentaux, mais avec une volonté d'influence accrue. Clairement. Et cette volonté d'influence, elle ne se limite pas aux tribunes diplomatiques, parce qu'en parallèle, il y a cet autre volet, plus discret, mais tout aussi significatif, le renforcement militaire. Ah oui. Les images récentes de chasseurs-bombardiers Sukhoi Su-34 algériens qui s'entraînent en Russie, ça a beaucoup fait parler. Ah, les fameux Su-34 algériens. Justement, toute la question est là. Est-ce que c'est une simple acquisition d'avions russes performants ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? C'est ce que certains disent. On parle de versions modifiées, adaptées. Est-ce que ça change réellement la donne stratégique dans la région ? Ça profane. Ou est-ce que c'est une modernisation, somme toute logique, pour une armée de l'air qui veut rester à niveau ? Et puis, il y a la question de la dépendance technologique vis-à-vis de Moscou, surtout dans le contexte actuel. Effectivement. Alors, les experts notent des détails qui suggèrent plus qu'une simple version export. Il y a la peinture camouflage adaptée au désert nord-africain, ça c'est normal. Oui, ça c'est cosmétique. Mais surtout des éléments techniques plus intrigants. Par exemple, des feux d'atterrissage avant à technologie LED qui seraient similaires à ceux du Su-57 russe de 5e génération. Ah oui. Intéressant ça. Un détail, peut-être, mais qui suggère une mise à niveau assez poussée. Et il y a surtout ces petites ailettes là, ces fameux canards près du cockpit. Oui, qu'est-ce que c'est exactement, Alessi ? Les analystes penchent pour une fonction liée à des systèmes de défense avancés, des capteurs d'alerteurs radar ou missiles, des systèmes de contre-mesures électroniques.
D'accord. Des éléments qui ne seraient pas présents sur les versions de base du Su-34 russe et qui visent clairement à améliorer la capacité de l'avion à survivre dans un environnement hostile face à des défenses modernes. Donc l'interprétation dominante, c'est qu'il s'agirait d'une version un peu hybride spécifiquement développée pour l'Algérie. C'est ça. Qui intègre des briques technologiques issues du programme Su-57, l'avion furtif russe. L'objectif serait donc clair, doter l'Algérie d'une capacité de frappe dans la profondeur qui soit non seulement puissante, mais aussi résiliente face aux menaces actuelles. Et il faut rappeler quand même que l'Algérie est le premier client étranger officiel de cet avion, le Su-34, un chasseur bombardier qui est réputé pour sa capacité de frappe à longue distance. On parle de chiffres impressionnants. Oui, on parle d'un rayon d'action potentiel de plusieurs milliers de kilomètres avec les réservoirs externes et une capacité à emporter une large gamme d'armements de précision. Des missiles air-air pour l'autodéfense, bien sûr, mais surtout des missiles air-sol guidés, des bombes intelligentes et même des missiles spécialisés dans la destruction des radars ennemis. Le fameux anti-radar. Exactement. C'est clairement un outil de projection de puissance, pas juste de défense. Et les performances annoncées sont de premier plan. Vitesse supersonique élevée, capacité d'emport considérable. Mais au-delà des chiffres bruts, vous disiez c'est l'intégration de systèmes modernes qui marque une rupture. Oui. Cockpit numérique avancé, des capteurs performants, communication sécurisée. On évoque même des adaptations spécifiques pour l'environnement désertique, comme une meilleure filtration contre le sable, une meilleure gestion thermique. Ce n'est pas anodin. C'est là qu'on touche au cœur de la question stratégique peut-être. D'un côté, ce discours diplomatique très présent sur le respect du droit international, la charte de l'ONU, la nécessité de solutions politiques. Et de l'autre, l'acquisition d'armements très sophistiqués, clairement conçus pour la frappe et la projection de force. Comment concilier les deux? N'y a-t-il pas une tension là? Voire une contradiction fondamentale? C'est la question à 1 million. Exactement. C'est précisément là peut-être que la stratégie algérienne cherche sa cohérence. Loin d'être contradictoire, ces deux volets pourraient être les deux faces d'une même pièce, non? Comment ça? La diplomatie offensive vise à construire la légitimité, à mobiliser le soutien international, à isoler l'adversaire sur le terrain moral et juridique. C'est le travail sur les normes, disons. D'accord, le soft power. Voilà. Et pendant ce temps, la modernisation militaire, incarnée par ces Su-34, boostée, et puis l'intérêt pour d'autres systèmes avancés, comme le Su-57 peut-être un jour, ça vise à construire la crédibilité. La crédibilité, la dissuasion. C'est la dissuasion par la capacité, exactement. Donner du poids aux mots qui sont prononcés dans les enceintes internationales. Un bras armé, en quelque sorte, pour protéger les intérêts nationaux et potentiellement pour peser sur les équilibres régionaux. Donc l'objectif final serait de renforcer le statut de l'Algérie comme acteur régional majeur. Un acteur qui non seulement a une voix qui porte sur la scène diplomatique, une voix forte, mais qui dispose aussi des moyens concrets de défendre ses intérêts et d'influencer le jeu régional. Cette combinaison donnerait au pouvoir algérien une plus grande autonomie stratégique, une plus grande marge de manœuvre. Le message envoyé implicitement ou explicitement aux autres acteurs pourrait être celui-là. La stabilité régionale, telle que vue d'Alger en tout cas, nécessite une voix respectée, ancrée dans le droit, mais aussi des capacités de défense réelles et modernes. La diplomatie seule serait impuissante, la force brute sans légitimité serait dangereuse et contre-productive. Donc l'Algérie chercherait à maîtriser les deux registres, le verbe et le glaive, en quelque sorte. Ce qui nous ramène à cette image d'une puissance qui se pose volontiers en médiatrice dans certains dossiers, qui défend le dialogue, tout en affûtant ses outils militaires les plus pointus. C'est un paradoxe apparent alors. Ou peut-être juste la reconnaissance d'une réalité géopolitique assez brutale. Dans un environnement régional aussi instable, la capacité à jouer sur les deux tableaux, le fameux soft power de la diplomatie et le hard power de la dissuasion, devient peut-être une condition sine qua non pour être pris au sérieux tout simplement. C'est vrai que... Une puissance qui ne peut que parler sans pouvoir agir ou dissuader risque de ne plus être beaucoup écoutée à terme. L'influence passe aussi par la démonstration de force potentielle, même si elle n'est jamais utilisée. Donc, pour résumer notre analyse, on assiste à une stratégie algérienne qui se déploie sur deux niveaux. D'une part, un discours diplomatique très affirmé qui tente de capitaliser sur une perception d'évolution du contexte international. Oui, une lecture du contexte international. Et d'autre part, un renforcement militaire qualitatif qui intègre des technologies de pointe, notamment russes, pour moderniser son appareil de défense et de projection. Exactement. Et cela nous laisse avec une interrogation pour l'avenir.
une question ouverte. Cette double approche, le verbo à la tribune et, disons, le murmure des réacteurs de chasseurs-bombardiers de dernière génération, est-ce une posture tenable sur le long terme? Bonne question. Et surtout, jusqu'où cette affirmation de puissance, même si elle est drapée dans les habits du droit international, peut-elle aller sans exacerber les tensions qui existent déjà ou sans créer de nouvelles lignes de fracture dans une région qui est déjà si complexe? C'est sans doute là tout l'enjeu pour l'Algérie et pour ses voisins dans les années à venir.